Bonjour à tous et bienvenue à ce Learn Live. Alors pour moi, je vais vous présenter donc les services cognitifs qui sont des services d'intelligence artificielle à la demande à destination des développeurs. Alors, avant de vous parler de ces services cognitifs, je voulais faire une rapide introduction à l'intelligence artificielle et au machine learning. Si jamais vous en avez probablement entendu parler, mais des fois on a besoin de démystifier quand même un petit peu ce sujet-là. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire là. Finalement, le machine learning, c'est quoi? C'est tout simplement un moyen d'avoir une fonction du code, mais que l'on n'a pas écrit. Vous allez voir, on ne va pas l'écrire de la manière classique, qui permet, à partir d'une entrée, d'obtenir un résultat, ou plus précisément, une probabilité de résultat. Pour donner un exemple concret, et c'est presque ce qu'on va faire ou ce qu'on pourrait faire tout à l'heure dans le module Learn, vous allez donner une image à une intelligence artificielle et vous allez attendre de cette IA qu'elle vous labellise l'image, qu'elle vous dise ce qu'il y a dessus. Donc en l'occurrence, une fonction de code dans laquelle on va passer tous les pixels de cette image de chien et ça va nous dire, bah oui, c'est un chien. Alors, la particularité, c'est que cette méthode, comme je vous le disais, on ne va pas la coder, ou plus exactement, on va faire en sorte que le système d'intelligence artificielle le code lui-même, mais à partir d'un certain nombre d'éléments. Alors, de quoi on a besoin pour pouvoir faire du machine learning? Tout d'abord, on a besoin de données propres et structurées. Ce qu'on fait en général dans du machine learning, c'est qu'on va donner un certain jeu de données à la machine et elle va apprendre à partir de ces données-là. Et donc, du coup, la moindre erreur que l'on pourrait avoir dans ce jeu de données-là, eh bien, va faire en sorte que votre algorithme de machine learning soit moins performant, qu'il reconnaisse moins de choses, qu'il fasse plus d'erreurs. Donc, la première chose dont on a besoin, c'est de données propres et structurées. Et ça, c'est pas évident, même avec très peu de données. La deuxième chose dont on a besoin, c'est d'avoir des données qui sont correctement labellisées et qui sont labellisées pour ce que l'on cherche à obtenir. Là, je vous ai juste montré un exemple avec une image de chien et on attend un chien, mais peut-être que ça suffit pour certaines applications. Mais si vous travaillez une application pour les vétérinaires, par exemple, vous allez peut-être avoir besoin de la race de chien. Et donc, vous avez l'information chien, même si vous avez un set d'images de chiens qui sont labellisées chien, ça ne vous suffit pas, vous avez besoin de plus d'informations. Et correctement labelliser, c'est aussi un problème, puisque même l'humain fait des erreurs. On estime qu'il y a à peu près 4-5% d'erreurs dans les jeux de données qui sont labellisés par les humains. Et c'est normal, si je vous demande là à tous, cet après-midi, si je vous envoie 500 images et que je vous demande de mettre un label à ces 500 images, au bout d'un moment, vous allez fatiguer et vous allez peut-être faire des erreurs. Le troisième besoin, et là ça commence à coincer, c'est qu'on a besoin d'une très grande quantité de données qui sont correctement labellisées, qui sont propres et qui sont structurées. Et ça c'est souvent un souci. Si on reste dans le domaine du computer vision, c'est-à-dire l'exemple que je vous ai montré, on donne une image à un ordinateur et on attend que l'ordinateur nous décrive ce qu'il y a dessus ou extrait des informations de cette image-là. On parle souvent en centaines ou en milliers, voire encore plus de nombre d'images nécessaires pour pouvoir entraîner correctement un modèle de machine learning. Ce qui, dans votre cas, peut être un petit peu compliqué d'obtenir toutes ces images ou en tout cas très chronophage. Et peut-être que vous n'êtes pas à une étape où vous vous dites oui, j'ai absolument besoin de l'intelligence artificielle. C'est peut-être une idée, mais vous ne savez pas si ça a de la pertinence dans votre cas d'usage. Et le dernier ingrédient qu'il faut, et souvent ça fait aussi défaut dans nos équipes, c'est qu'il faut des data scientists, des data engineers qui sont qualifiés sur le sujet. C'est un vrai domaine, même si on a de plus en plus de cours sur Internet pour pouvoir se familiariser à ça. Pour certains sujets, et la computer vision c'en est un, eh bien, ça demande du temps. Donc ça demande du temps d'apprendre à faire du machine learning et ça demande du temps d'avoir des données en grand nombre correctement labellisées pour pouvoir entraîner ses propres modèles. C'est pour ça qu'on a créé les Cognitive Services. Les Cognitive Services, c'est un ensemble de services qui sont répartis dans 5 catégories, qui sont en fait une intelligence artificielle qui a été pré-entraînée à l'avance avec des jeux de données que Microsoft a constitués et qui vous offre certaines fonctionnalités, certains cas d'usage assez courants que l'on retrouve en machine learning. Alors vous n'aurez peut-être pas tout ce dont vous avez besoin si vous avez besoin de machine learning, mais il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont peut-être déjà couverts par ces services-là. Alors je vous propose qu'on passe quelques minutes pour que je vous fasse un panorama des services. Il y en a beaucoup,
Donc je vais faire des généralités sur ces services et après je vous laisserai aller voir directement sur le site Azure l'intégralité des services. Je ne vais pas non plus vous présenter les services qui sont en preview, en bêta si vous préférez, même s'il y en a qui sont très intéressants, on va se contenter de vous présenter les services actuels. Alors pour commencer, on a tous les services autour de la vision. Donc tous les services autour de la vision, globalement, prennent une image en entrée, par contre, vont extraire des informations différentes en fonction des services. Vous pouvez avoir des services qui vont vous extraire, par exemple, une description générale de l'image. C'est un chien qui court sur de l'herbe avec un ciel bleu. Vous avez des choses qui vont permettre de détecter des objets. Je vais vous montrer un exemple dans quelques slides. Et puis, vous avez d'autres types d'informations que l'on peut extraire. Plus proche de ça, des informations autour du visage. Et donc, c'est une des API que vous allez utiliser tout à l'heure dans le module Learn pour avoir des informations sur le visage de la personne. Et puis, l'information qui se contient dans les images, ça peut aussi être une information textuelle sous forme d'écriture machine ou d'écriture manuscrite. Et donc, on a aussi bien évidemment des API pour pouvoir extraire le texte qui est tapé ou écrit sur une image ou sur un flux vidéo. Ensuite, on a un ensemble d'API autour de la voix qui permettent globalement de générer de la voix à partir du texte, ou l'inverse, de faire de la transcription, c'est-à-dire de récupérer un flux audio et de vous donner le texte transcrit, mais également, comme on l'a sur la partie vision où on peut identifier des personnes, on peut créer en fait un hash du visage d'une personne, donc on ne mémorise pas de points ou d'informations sensibles sur le visage de la personne, c'est un hash de ses caractéristiques. Et bien on a la même chose sur la partie voix pour pouvoir reconnaître différents speakers, ce qui permet par exemple si on analyse une vidéo de pouvoir automatiquement détecter si un speaker fait partie d'une vidéo ou pas. Alors souvent, une fois qu'on a transcrit le texte, ben on a du texte, mais on veut extraire de l'information de ce texte. La transcription n'est qu'un usage, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on a, pour utiliser en association avec les API de speech ou de manière autonome, un certain nombre d'API autour du langage, du texte lui-même. Soit pour détecter le sentiment, pour extraire des mots-clés ou des phrases clés, pour bien évidemment faire des choses assez classiques comme de la correction orthographique ou de la traduction, mais aussi, par exemple, pour essayer de déterminer l'intention ou d'extraire des informations structurées sur du texte qui est, lui, non structuré. Donc, par exemple, avoir une phrase et extraire que la personne vient de donner la météo ou veut justement la météo de telle ville. C'est notamment ce qu'on utilise beaucoup dans les chatbots pour pouvoir passer d'un texte qui est écrit par un utilisateur à une requête de code, quelque part, une fonction de code qu'on peut déclencher. Ensuite, on a deux autres API qui sont un petit peu plus avancées dans leur usage. Deux catégories d'API. La première, c'est autour de la connaissance. Donc, cette catégorie d'API, ça va être pour extraire de la connaissance, par exemple de texte ou de PDF, et pour organiser cette connaissance et la recherche de cette connaissance-là. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais il y a des services assez simples comme Q&A Maker qui vous permettent de créer une foire aux questions de manière très simple à partir, par exemple, de documents Word ou de documents PDF. Et puis la dernière partie qui peut être assez intéressante pour un certain nombre de cas d'usage, c'est la partie search qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'informations que nous avons déjà récoltées pour Bing, notre moteur de recherche. Donc par exemple, si vous cherchez des images ou si vous cherchez des informations, par exemple les horaires d'ouverture sur des commerces, parce que ça peut avoir un intérêt dans votre logiciel, dans votre applicatif, eh bien vous pourrez accéder à ces données-là via les API Search Bing. Alors, je voulais vous donner quelques exemples un petit peu concrets de ces services cognitifs. Avant de passer à ça, juste un rappel, si vous n'avez pas déjà découvert ces services cognitifs, tous ces services cognitifs sont utilisables à partir du moment où vous êtes développeur et même, je vais préciser, à partir du moment où vous savez faire une requête HTTP REST, puisque tous ces services sont accessibles en REST, donc quel que soit le langage et quelle que soit la plateforme que vous utilisez. La deuxième chose, c'est qu'il existe certains SDK pour vous simplifier la vie, mais on a aussi certains de ces services qui peuvent fonctionner en offline dans un conteneur ou directement, par exemple, sur un téléphone mobile. Donc ça, c'est intéressant puisque ça veut dire que même sans être connecté en permanence à Internet, on pourrait utiliser ces services cognitifs, utiliser Azure, le cloud, pour entraîner ces services-là, ces intelligences artificielles-là, et après venir les exécuter sur des périphériques qui ne sont pas forcément connectés en permanence à Internet.
Alors, je vais vous montrer deux exemples concrets autour de la computer vision, puisque c'est le set d'API qu'on va utiliser juste après pour le module Microsoft Learn. Le premier cas, c'est un cas d'usage d'une association qui s'appelle Surfrider, qui globalement cherche à protéger les océans. Et une des choses qu'ils veulent faire, c'est essayer d'établir une cartographie de la pollution. Donc là, vous le voyez à l'écran, on a récupéré un certain nombre d'images de pollution dans la nature, au bord des plages ou dans les rivières. Et donc, un des objectifs qu'on voulait faire avec ce projet, c'était compter le nombre de bouteilles, par exemple, ou le nombre de canettes qu'il y avait sur une image. On a essayé de faire ça en moins d'une journée. Et ça a été, on a obtenu des résultats relativement bien avec Custom Vision. Donc Custom Vision, c'est une des API Vision qui vous permet d'entraîner votre modèle de machine learning sur de la reconnaissance d'images, mais avec vos propres données et vos propres labels. Le gros avantage de Custom Vision, c'est que comme on l'a déjà pré-entraîné, pour un certain nombre on a déjà des datasets d'images qui sont pré-entraînés, ce qui fait que vous n'avez besoin que de 5 images par catégorie ou par label que vous souhaitez détecter dans une image pour commencer à avoir des résultats. Ce qui est très 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 peu. Je vous disais tout à l'heure, c'est souvent des centaines, des milliers d'images ou beaucoup plus qu'il faut pour pouvoir vraiment entraîner un modèle de machine learning. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose qui fonctionne très rapidement, sans rien coder, et d'avoir déjà des premiers résultats. Et avec une petite quarantaine, cinquantaine d'images, puisque là on cherchait à détecter plusieurs types d'images et à détecter un objet à l'intérieur d'une image et pas donner un label, une description à toute l'image, et ben on a commencé à avoir des résultats assez intéressants. Là vous pouvez voir sur cette photo qu'il y a un cadre qui a été dessiné autour de la bouteille. Bien c'est Custom Vision qui l'a fait. Autre chose très intéressante, c'est que là j'ai pu entraîner mon modèle de machine learning et le tester entièrement dans le navigateur sans rien coder. Donc, si vous avez un cas où vous dites, ah tiens, est-ce que si je faisais de la computer vision, j'arriverais à obtenir un résultat? Il vous suffit d'assembler quelques images et vous pouvez directement tester Custom Vision sans même avoir à coder une seule ligne de code pour voir si on peut commencer à obtenir des résultats. Alors notre objectif c'était de compter les éléments. Et donc là vous le voyez sur cette image là, alors il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de bouteilles plastiques, mais on a quand même arrivé à compter un certain nombre de ces déchets, puisque vous voyez tous les carrés en fait les bounding box qui entourent les différents déchets de bouteilles. Et encore une fois, ça en moins d'une demi-journée, c'était une intelligence qu'on arrivait à entraîner. Alors ensuite, cette intelligence était disponible sous la forme d'une API REST. On l'a intégré dans différents services, mais comme je vous disais, on pourrait aussi tout à fait l'extraire pour la faire tourner par exemple dans une application mobile. Je voulais vous montrer un deuxième cas d'usage, peut-être un petit peu plus métier ou peut-être plus proche d'applications de gestion, sur l'automatisation des photos d'identité. J'avais besoin pour une autre association de pouvoir que les gens en fait puissent prendre des photos d'eux-mêmes pour mettre sur des cartes de certification. Et ça a un petit peu les mêmes contraintes que les photos d'identité. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de chapeau, on ne doit pas porter de lunettes, on ne doit pas sourire trop sur la photo ou faire trop la tête, on doit essayer d'avoir une expression neutre. Et le visage doit être bien centré sur la caméra. Souvent, les gens ils prennent des photos ou ils envoient des photos qu'ils ont sur un profil Facebook et donc ils ont le visage qui est un peu tourné, on voit pas forcément l'intégralité du visage. Mais pour ça, il y a une API, donc Face API, qui vous permet en fait d'envoyer une photo, une image d'une personne et d'avoir déjà un certain nombre d'informations sur cette photo-là, sur le nombre de visages qu'il y a, et puis sur chacun des visages. Et là, ce que vous pouvez voir à l'écran, sur le JSON qui est donc sur la partie droite de votre écran, c'est que j'ai notamment la pose avec le pitch, row et yaw, qui est en fait les différentes axes d'orientation de la tête. Et donc, ça me permet de dire, ben voilà, si l'image n'est pas dans une certaine plage de valeur, je refuse l'image et je demande à la personne de refaire une photo d'elle. Alors, il y a d'autres informations que l'on va avoir sur cette photo, par exemple, l'âge. Alors, il ne faut pas oublier que le machine learning, tout ce que ça vous donne, c'est une probabilité. Donc, tous les éléments de machine learning, quel que soit le type de modèle, ça va vous donner une probabilité de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention avec les informations que vous allez récupérer, et notamment le besoin que vous en avez. Ça peut donner des indications. Ici, l'orientation de la tête, je n'ai pas besoin d'avoir une orientation précise au degré près, donc ça me suffit. Par contre, l'âge, là, malheureusement, le service cognitif m'a un petit peu vieilli. Alors, un autre cas d'usage
que l'on peut avoir sur cette photo Face API, c'est de comparer 2 photos pour voir si c'est la même personne. Alors, ça va faire un choc, peut-être surtout à mes collègues qui, je crois, ne m'ont jamais vu sans barbe. Mais voici une photo de moi sans barbe. Donc ça, c'est une vieille photo d'identité, donc qui date en plus de sans barbe et de quelques années. Et j'ai demandé à cette Face API, la partie vérification, de comparer une image de maintenant et une image d'il y a quelques années et sans barbe. Et ça, c'est encore une fois sans entraînement, c'est l'API telle quelle, c'est juste une API REST où j'ai envoyé les 2 JPEG. Et elle m'a dit qu'à 89%, j'avais 89% de chance que ça soit la même personne qui soit sur les 2 photos. Alors quand on sait comment elle fonctionne, c'est normal, puisque ça ne se passe pas sur la barbe pour déterminer les caractéristiques du visage. Mais vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous permettrait par exemple de trier automatiquement des photos ou d'assembler des documents d'identité. Si vous avez un gros répertoire avec plein de documents d'identité ou plein de photos de plein de personnes, de les assembler par personne. Et encore une fois, c'est extrêmement simple à utiliser. Et bien justement, pour apprendre à vous en servir, on va passer, je pense, au module Learn à faire ensemble. Je pense que Olivier et Maud vont vous donner quelques petites consignes. Là, vous avez un lien qui ne va pas vous envoyer sur le module que l'on fait aujourd'hui. On en a choisi un en particulier, mais sur tous les modules qui existent pour les services cognitifs. Donc si vous avez bien apprécié le module de cet après-midi, il faut savoir qu'il y en a d'autres sur Microsoft Learn pour découvrir d'autres services cognitifs. Et je rends la main à Maud et Olivier.